tu veux qu'on commence? C'est moi qui fais la première partie. Elle n'est pas partie, c'est sûr. Bonjour à tous, on va commencer. Alors vous êtes bien donc à l'atelier troubles du comportement alimentaire. Je vous présente le docteur Anne-Sophie Duquesroy, qui est gastropédiatre au CHU de Clermont-Ferrand. Et va nous rejoindre le docteur Fénéon, puisque cet atelier est animé par ces deux docteurs. Toutes les deux travaillent au CHU de Clermont-Ferrand et elles travaillent ensemble pour la prise en charge des adolescents qui souffrent du trouble du comportement alimentaire. Juste pour l'organisation, cet atelier est retranscrit en direct pour les personnes qui sont inscrites en présentiel. Donc pour les questions, on va vous faire passer le micro pour que tout le monde entende bien la question et la réponse. Voilà, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Donc, on va vous parler avec le docteur Fénéon des troubles du comportement alimentaire chez l'adolescent. Donc, pour commencer, je vous présente une vignette clinique, l'histoire de Louise, 16 ans, qui a consulté son pédiatre traitant pour une perte de poids. L'histoire, c'est qu'elle a présenté une gastroentérite en avril 2025 avec des vomissements et elle a perdu 5 kilos. Après la gastro, elle n'a pas voulu reprendre les 5 kilos. Elle a présenté également des douleurs abdominales post-infectieuses avec éviction des produits d'abord sucrés, puis des matières grasses, puis des féculents, et puis elle a souhaité devenir végétarienne. Donc elle a continué à perdre du poids par la suite, mais malgré cette perte de poids, elle n'est toujours pas satisfaite de sa silhouette. Et actuellement, elle se pèse plusieurs fois par jour. Donc, déjà, question ouverte. Dans cette observation, quels éléments vous font suspecter un trouble du comportement alimentaire? Oui, pas satisfaite de sa silhouette. Effectivement, pas de volonté de reprendre du poids, éviction des produits sucrés gras et recherche de contrôle avec peser plusieurs fois par jour. Donc, quel type de trouble du comportement alimentaire vous suspectez? Oui, une anorexie mentale. Donc, juste un bref rappel. Donc, il y a 3 types de TCA. Le plus fréquent en pédiatrie qu'on va voir, c'est l'anorexie mentale. On a plus rarement des cas de boulimie et d'hyperphagie boulimique qui débutent surtout à l'âge adulte, à partir de 18 ans. Donc, l'anorexie mentale est définie par une restriction volontaire alimentaire avec une peur intense de prendre du poids et un souhait de continuer à perdre du poids malgré un poids insuffisant. Et l'élément le plus important et qui persiste longtemps, c'est une dysmorphophobie, donc qui fait que les personnes se voient plus grosses qu'elles ne le sont. La boulimie, c'est des compulsions alimentaires très importantes avec des comportements compensatoires, alors que l'hyperphagie boulimique, c'est des compulsions alimentaires sans comportement compensatoire. Donc, en pratique, on voit souvent des formes mixtes et il faut savoir qu'il est fréquent chez une même patiente de passer d'une forme à l'autre. Donc, quels sont les signes d'alerte lorsque vous suspectez un TCA? Qu'est-ce qui fait suspecter un trouble du comportement alimentaire? C'est un régime, des patients qui font un régime qui marche. Des patients qui se mettent à vouloir participer aux courses, aux achats alimentaires et à préparer les repas. Pour les patients qui ont des conduites boulimiques, on va noter des stockages d'aliments, des repas en secret. Il peut y avoir des évitements des repas très lents ou très rapides. C'est des patientes, pour les cas de boulimie, qui vident les placards ou les réfrigérateurs, qui quittent la table immédiatement après le repas. Et c'est des patientes qui souvent présentent une hyper-activité scolaire, un hyper-investissement scolaire, qui sont très brillantes à l'école, qui ont de très bonnes notes et qui performent également dans les activités extrascolaires, qui font des exercices physiques quotidiens inhabituels et qui sont très rigides à la recherche de la perfection et toujours beaucoup dans le contrôle. Donc, quelles sont les populations à risque? Donc, c'est le thème de la journée, c'est surtout donc l'adolescent.
les personnes qui ont des antécédents familiaux de TCA, certaines pathologies chroniques comme le diabète de type 1, les dyslipidémies, les maladies cœliaques, des maladies qui induisent la nécessité d'un régime en fait. Et certaines activités comme la danse, les sportifs avec une exigence de silhouette comme l'athlétisme ou le patinage artistique. Donc un petit mot quand même d'épidémiologie. Donc 5 à 10% des adolescents présentent un trouble du comportement alimentaire. Donc les chiffres, c'est ceux de la population générale. Comme je l'ai dit au tout début, l'anorexie mentale, c'est le plus fréquent en pédiatrie. La boulimie et l'hyperphagie, on l'aura plus chez le jeune adulte. Les filles sont beaucoup plus touchées que les garçons, avec un ratio de 9 pour 1. Mais ça existe chez le garçon, il faut le garder en tête. Et d'ailleurs, c'est souvent des formes plus graves et plutôt sur une volonté de corps musclé. L'âge de début se situe pendant l'adolescence, entre 13 et 17 ans. Donc c'est un trouble qui est en augmentation depuis 20 ans, avec une hausse notable après la pandémie de Covid-19, avec une hausse de plus de 60%. Il faut savoir qu'il y a des comorbidités psychiatriques dans 50 à 70% des cas, de type dépression, anxiété, TOC, troubles de la personnalité. Concernant l'évolution, il y a entre 40 à 50% de guérison quand même, 30 à 40% de formes chroniques ou associées à des rechutes. Et un petit mot sur la mortalité, qui est de l'ordre de 5 à 10%. Et retenir que l'anorexie mentale, c'est le trouble psychiatrique qui a le taux de mortalité le plus élevé, donc c'est une pathologie qui reste grave. Donc c'est le thème de ce congrès. Qu'est-ce qui fait que le TCA a sa spécificité lors de l'adolescence? C'est que c'est une période où le corps est en transformation, où il y a une transition d'un corps enfant vers un corps adulte, qui a un besoin de contrôle face à l'incertitude, face à le manque d'identité, la peur de grandir. Et on l'a vu aussi beaucoup aujourd'hui, des jeunes qui ont accès massivement à l'influence des réseaux sociaux. Donc le TCA, finalement, apparaît comme une maîtrise de soi dans cette période de l'adolescence qui est très vulnérable. Donc, en pratique, que faire en tant que pédiatre libéral lorsque vous suspectez un trouble du comportement alimentaire? Donc, tout d'abord, comme pour toute autre pathologie, faire un interrogatoire complet avec l'histoire du trouble du comportement alimentaire. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? On ne retrouve pas toujours d'élément déclencheur, mais le demander. Est-ce qu'il y a des antécédents personnels et familiaux, médicaux et psychiatriques? Savoir comment était l'alimentation auparavant. Quantifier grossièrement les ingestats, voir que mange globalement l'enfant sur la journée. Est-ce que vous notez une diminution quantitative, mais est-ce qu'il y a aussi une restriction qualitative ou les deux? Alors, ça, c'est pas facile à demander quand il y a les parents. Donc, si vous avez la possibilité de voir l'adolescent seul, lui demander s'il y a des conduites purgatives, parce que souvent, devant les parents, ils en ont tellement honte qu'ils n'arrivent pas à le dire. Donc, est-ce qu'il y a des vomissements ou des prises de laxatifs? Est-ce qu'il y a une hyperactivité physique? Alors, c'est pas forcément de faire du sport intense en scolaire ou extrascolaire. Ça peut être des enfants qui se mettent à beaucoup marcher. Notamment, le matin, ils font 1 heure de marche pour aller à l'école, 1 heure pour revenir. Ils font le tour du collège, le tour de la maison, qui restent debout de façon prolongée sur la journée à des moments où il faudrait se poser, qui font du sport en chambre, type souvent musculation, gainage, et qui comptent leurs pas à l'aide d'une application. Et enfin, c'est demander s'il y a un isolement social, sachant que c'est quasiment toujours associés au TCA et qui s'aggravent d'ailleurs avec la dénutrition. Donc c'est des enfants qui ne sortent plus avec les copains, ils vont plus faire des événements festifs parce qu'ils ont peur de manger comme les autres. Après votre interrogatoire, vous faites un examen clinique complet pour apprécier la gravité de la dénutrition. Il faut relever le poids de forme avant les troubles et le poids le plus bas.
On relève le poids actuel, on le mesure, on calcule l'IMC, on regarde la cinétique de perte de poids. Sur les courbes de taille, on remet la taille cible génétique. Et pour ces patients, pour les patientes filles, il y a quasiment toujours une aménorrhée, donc voilà, le demander, préciser depuis quand. Et côté un stade pubertaire. Ensuite, on quantifie la dénutrition. Donc pour ça, il y a les critères HAS de 2020 qui permettent de coter la dénutrition en modéré à sévère. Et après, c'est important de faire les courbes de poids. Nous, on utilise les courbes de l'AFPA, justement, qui sont bien faites. Et là, on note pour le cas de Louise une courbe très typique d'anorexie mentale restrictive, avec une perte de poids très rapide et très importante, donc comme on le voit, avec un IMC pareil qui est en chute libre. Donc la place des examens paracliniques, alors il sert plus pour apprécier la gravité de la dénutrition, rechercher des carences et les supplémenter, et garder en tête qu'il y a des diagnostics différentiels, donc en fonction de l'interrogatoire, savoir les évoquer si besoin. Après, donc, il existe des critères d'hospitalisation pour les enfants et adolescents atteints de troubles du comportement alimentaire. Alors, évidemment, il faut prendre en compte plusieurs critères pour indiquer une hospitalisation. Il y a 3 types de critères. Il y a les critères somatiques, mais il y a aussi les critères psychiatriques et environnementaux d'hospitalisation. Par exemple, l'épuisement familial associé à un autre critère, par exemple, peut nécessiter une hospitalisation. Donc, devant un TCA, on fait un interrogatoire complet pour dépister et caractériser le TCA. On recueille poids, taille, IMC et cinétique de perte de poids. On ressent sur les courbes. On cote la dénutrition en modéré à sévère. On fait un examen complet et des bilans complémentaires. Suite à ça, est-ce qu'il y a un des critères d'hospitalisation en urgence ? Si oui, donc il faut l'adresser aux urgences du centre hospitalier le plus proche. Et s'il n'y en a pas, il faut adresser une demande de prise en charge au centre TCA. Alors, en pratique, donc, on est dans le cas où il n'y a pas de critère d'hospitalisation le jour où vous voyez l'enfant, mais vous envoyez une demande de prise en charge et en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, tout d'abord, rien que d'évoquer le diagnostic, d'expliquer ce qu'on suspecte et quelles sont les caractéristiques de l'anorexie, par exemple dans le cas de Louise, déjà, c'est un pas dans le soin. D'accord ? C'est important de bien informer avec ce que le praticien connaît sur cette maladie et surtout instaurer une alliance thérapeutique qui va être le pilier de la prise en charge. Moi, je montre toujours les courbes de poids, d'IMC et taille parce que souvent les enfants et les parents n'ont aucune idée de la perte de poids, comme ça s'est installé rapidement, mais quand même progressivement. C'est depuis plusieurs mois souvent que ça dure et on ne se rend pas compte, comme ils voient leur enfant tous les jours, à quel point ils ont perdu du poids. Donc, et même l'enfant, en fait, moi, je note que souvent ça leur fait un peu un choc. Essayez de parler santé et équilibre et pas de calories, puisque eux, justement, ils parlent que de ça, de calories. Moi, je leur dis d'enlever l'accès à la balance. Et alors, ça ne se fera pas du tout en une consultation, hein, ça sera du travail au long cours et avec, on va le voir, toute une équipe pluridisciplinaire, mais déjà commencer à évoquer qu'il est nécessaire d'un équilibre alimentaire, les 3 repas principaux par jour, une collation, parce que très souvent, déjà ça, il n'y a pas du tout, et insister sur le fait que le repas doit être un moment de partage, convivial, et souvent, moi je dis aux parents, même si ce n'est pas facile, d'éviter les conflits autour du repas. Au début de notre prise en charge, on ne se fixe pas d'objectif de poids. On se dit que tout d'abord, on cherche à limiter la perte de poids et on encourage en premier lieu les efforts alimentaires quand il n'y a pas de critères d'hospitalisation en urgence. Ensuite, je crois...
Parce que vous évoquez le diagnostic quand même. Oui. Donc, qu'est-ce que vous dites aux parents quand ils vous demandent « mais qu'est-ce que c'est l'anorexie ? Pourquoi ma fille a une anorexie ?» C'est très difficile de répondre à cette question-là. Alors moi, je mets d'abord l'accent sur le fait que c'est une maladie mentale, déjà. On dissocie, on en parlera plus tard, on dissocie beaucoup l'enfant et la maladie. D'accord ? C'est pas Louise qui ne veut pas manger, qui veut perdre du poids. Elle est malade, elle a une maladie mentale et l'anorexie l'empêche de manger, lui fait perdre du poids. Déjà ça. Et expliquer, donc, c'est une maladie mentale qui donne une peur intense de prendre du poids, qui a une dysmorphophobie importante. Donc, la patiente se voit toujours plus grosse alors qu'elle maigrit et que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à manger et qu'il y a toujours ce besoin de perdre du poids. Alors, dans ces situations-là, la coordination pédiatre et pédopsychiatre est vraiment importante parce que c'est souvent le pédiatre qui va faire prendre conscience aux parents que ces enfants ont besoin de soins psychiques. Souvent, les enfants le savent, mais les parents qui ont des enfants qui fonctionnent bien, qui sont premières de leur classe, qui restent très performantes dans leur sport, ils vont avoir du mal au début à comprendre que leur enfant a un problème psychique. Alors aujourd'hui, c'est quand même plus simple d'expliquer l'anorexie mentale aux parents. Mais c'est vrai qu'il y a 15 ans en arrière, je me souviens d'une maman infirmière qui disait au pédiatre « Pourquoi vous voulez qu'elle voie un pédopsychiatre ? Je suis infirmière, je peux la nourrir à la maison si on installe la sonde à la maison. » En fait, c'était nier complètement la dimension psychique. L'intérêt de poser le diagnostic, c'est dire « ça s'appelle une anorexie mentale. Votre enfant, c'est pas qu'elle ne veut pas manger, qu'elle fait un caprice. Il y a quelque chose qui, au niveau de son psychisme, la bloque et amène ces symptômes d'anorexie mentale. » D'accord. Ben, c'est important qu'ils le savent que c'est la maladie psychiatrique la plus mortelle. Enfin, il ne faut pas le dire comme ça parce qu'en fait, ces parents, ils sont déjà très très mal du diagnostic. Il faut dire que c'est une maladie grave et qui nécessite une prise en charge coordonnée et que les études montrent qu'il y a une meilleure évolution avec des soins, quel que soit le type de soin. Donc, toujours dans le cas où l'enfant ne présente pas de critères d'urgence, mais il est fragile, il faut le revoir en consultation. Donc la fréquence, tout dépend de l'état clinique du patient, parfois 1 semaine, parfois 15 jours, le temps que le centre référent soit disponible pour accueillir cet enfant et mettre en place la prise en charge pluridisciplinaire. Donc il faut surveiller à chaque consultation le poids, la fréquence cardiaque, une tension artérielle. Moi, je leur fais un arrêt du sport tant qu'ils sont en dénutrition sévère. Alors voilà, il n'y a pas de recommandation officielle à ce sujet, mais je considère que tant qu'ils sont en dénutrition sévère, ils ne sont pas en état physique de poursuivre le sport. Un cas un petit peu difficile, c'est souvent les parents ou l'enfant demandent un PAI pour apporter leur propre repas à la cantine. Donc on se disait ce matin que c'était un peu au cas par cas, parce que c'est des enfants qui du coup mangent pas à la cantine parce qu'ils maîtrisent pas du tout ce qu'il y a dans le repas, donc ils ne mangent rien. Donc dans ces cas-là, on peut peut-être se dire que le PAI est intéressant. Et on disait aussi qu'il y a des établissements où les enfants qui ont un PAI, ils mangent à part, ils mangent seuls. Et ça, pour le coup, c'est pas voilà. Du coup, le PAI serait un peu délétère puisqu'il serait un peu coupé des autres. Donc c'est toujours un cas un peu difficile. Et puis, donc le plus important, c'est qu'on débute une prise en charge pluridisciplinaire et on privilégie l'ambulatoire autant que possible avec psychologue, diététicien, donc vous, le pédiatre nutritionniste et le pédopsychiatre. Et finalement, quand même, la grande majorité de nos patientes, on les suit en ambulatoire. Les cas d'hospitalisation restent exceptionnels. Enfin, pas exceptionnel, mais voilà, il y a quand même la plupart des TCA, on les suit en ambulatoire. Juste un petit focus sur des situations difficiles. Quand un adolescent nie le trouble, c'est toujours un peu compliqué.
sachant qu'en plus, ça fait partie de la maladie, de ne pas se rendre compte et de pas de se voir gros alors qu'on est très très maigre. Donc c'est important de lui expliquer. Donc comme je vous disais, je leur montre les courbes de poids, je leur parle même je leur montre la prise de sang, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Comme on disait ce matin, de leur faire comprendre. Ils sont capables, à force de comprendre ce qui se passe, leur parler les dangers de la dénutrition et surtout maintenir le lien. Pas le menacer, pas lui faire du chantage, pas lui dire que voilà, il ne se rend pas compte. Ça, c'est des attitudes qui, finalement, sont pas, qui servent à rien. Un autre cas, c'était notamment le cas de Louise, le cas clinique du début, c'est quand il y a minimisation des troubles par les parents. Ça aussi, c'est difficile. Donc, on essaie de les écouter, même sans jugement, les informer, leur expliquer ce qu'est la maladie, pareil, leur montrer les courbes, la prise de sang, ce qui se passe, dire qu'on est là pour eux, qu'on va les accompagner. Et ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que moi, c'est pas toujours facile en pratique, mais j'essaie de faire un temps avec que les parents et sans l'enfant, parce que quand l'enfant est présent, les parents ont du mal à aller à l'encontre de leur enfant parfois. Ils ont peur que leur adolescent se sente trahi si ses parents sont plutôt d'accord avec le médecin. Donc parfois de les voir à part, ils comprennent mieux la gravité de l'état et ils adhèrent aux soins. Et enfin, une situation difficile aussi, c'est le manque de réseau. Donc il faut s'appuyer au maximum sur les CMP, les centres TCA dans les CHU et les associations locales, les psychologues et diététiciens, mais qui doivent être formés au TCA. Alors moi, je vais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Rose, qui a 15 ans. Pour faire un peu le lien sur l'évolution dont vous a parlé Anne-Sophie, qui peuvent se faire vers des crises compulsives ou de la boulimie. Donc Rose, c'est toujours elle m'explique qu'elle s'est toujours trouvée un petit peu grosse, mais jusqu'à présent, ça n'avait pas trop de conséquences sur son humeur. Et elle me dit, mais avant l'entrée en 4e, j'ai décidé de faire un petit régime. Déjà, quand elle dit ça, pourquoi avant l'entrée en 4e? Donc, il faut explorer ce qui s'est passé l'été. Je lui dis, oui, l'été a été compliqué. Elle me dit, non, ça s'est très bien passé. Et en fait, ce qui s'est mal passé, c'est son année de 5e. Son année de 5e, elle avait plus de copines, il y avait eu des conflits, et puis elle s'est retrouvée toute seule toute l'année. Et je pense qu'elle en a souffert, même si elle n'en a pas trop parlé à ses parents. Elle est restée assez isolée. Donc là, juste avant la rentrée de 4e, ça a généré tellement d'angoisse qu'elle s'est dit, elle avait besoin de contrôler, elle avait besoin de reprendre le contrôle de sa vie et jusqu'à contrôler ce qu'elle mangeait et tout ce qui se passait pour elle. Donc elle a commencé à faire un petit régime, et c'est vrai que quand un régime marche, puisqu'on sait que les régimes, ça ne marche pas du tout, il faut quand même s'inquiéter. Donc elle explique, au début elle perdait un peu de poids et ça se passait bien, et elle explique bien qu'à un moment donné, c'est comme si elle s'était fait piéger par l'anorexie. C'est-à-dire, elle me dit, mais plus je voyais le chiffre baisser et plus j'avais envie qu'il baisse. Je comprenais bien l'inquiétude de mes parents, mais j'arrivais pas à les écouter. Je me regardais dans le miroir et je me trouvais toujours trop grosse. Et puis, elle était très triste. Et donc, cette dysmorphophobie, elle prend beaucoup de place quand les enfants sont tristes. C'est-à-dire, elle se regarde, elle a beau être très, très maigre, ce qu'elle voit dans le miroir, c'est toutes ces zones qui la mettent en difficulté par rapport au regard des autres. Donc elle a beau être très maigre, quand elle regarde son ventre, elle voit celui qu'elle avait avant de commencer à maigrir. Pareil pour ses cuisses. Et puis elle me dit, mes joues aussi, quand je les vois, c'est pas possible, alors qu'elle a un visage creusé, qu'elle est fatiguée. Donc cette dysmorphophobie, elle prend quand même beaucoup de place et elle entretient le symptôme. Alors, on parlait des enfants avec lesquels c'est compliqué de leur faire comprendre qu'ils ont une maladie et qu'ils ont une maladie grave, mais le déni est un symptôme de l'anorexie. Il se trouve que cette petite, elle a accepté assez facilement le diagnostic qu'on lui a proposé, mais parce qu'elle était particulièrement triste.
Donc elle m'explique, au début j'ai juste fait un peu d'exercice physique en regardant des vidéos YouTube, et ensuite elle a commencé à diminuer les quantités, et petit à petit elle s'est mise à supprimer les aliments en se disant qu'elle allait manger plus sainement, et puis au final il n'y avait plus grand-chose dans son assiette. Mais elle explique bien que ce n'était pas possible pour elle de revenir en arrière. Donc quand les adolescents vous disent « je fais un petit régime » et que le régime fonctionne, probablement que ce sont des enfants très anxieux et très perfectionnistes, et comme ils font tout à fond, mais ils se font un petit peu piéger par leurs symptômes. Donc au départ, elle a eu un suivi ambulatoire plutôt bien coordonné. On ne l'a pas rencontrée tout de suite, elle avait rencontré la psychologue, la diététicienne. Et puis finalement, j'ai fini par la rencontrer parce qu'elle était quand même très triste et que les parents étaient inquiets devant l'intensité de sa tristesse et qui remarquaient qu'elle se coupait de plus en plus des autres, alors que finalement, cette année de 4e commençait plutôt pas mal, puisqu'elle se retrouvait avec une petite avec laquelle elle était amie en 6e et que normalement, ça aurait dû bien se passer. Mais elle était, pour le coup, je pense, trop triste pour se saisir de cette opportunité-là. Donc petit à petit, avec le suivi, elle a réussi à reprendre un petit peu de poids parce qu'elle s'est remise à manger. Et puis, il y a eu la période des fêtes de fin d'année. Et c'est là qu'ont débuté les premières compulsions alimentaires. C'est-à-dire que dans cette maladie, comme finalement la façon dont mangent ces enfants, c'est avec leur cerveau. C'est-à-dire que cette maladie, c'est une véritable lutte contre la faim. Donc on n'écoute plus sa faim. On mange parce qu'on est obligé de manger. Donc on mange le minimum. Et non pas pour satisfaire la faim, c'est pour faire plaisir finalement aux adultes qui sont autour d'elle et parce qu'elle se sent obligée. Donc à un moment donné, quand on retrouve du plaisir à manger, quand on accepte cette sensation de faim, ce que ne retrouvent pas les jeunes filles tout de suite, c'est la sensation de satiété. Donc du coup, elles peuvent le dire, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont jamais pouvoir s'arrêter de manger, que ça va les déborder, qu'elles vont prendre 10 kilos, alors qu'au final, elles n'en prennent pas tant que ça, mais il y a cette obsession de quand je vais manger, je ne pourrai plus jamais m'arrêter. Donc au début, ce sont des compulsions alimentaires, c'est-à-dire qu'elle commence à manger, et puis elle prend un dessert, et puis elle prend un deuxième dessert, et puis il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui l'arrête parce qu'elle n'arrive pas à sentir quand est-ce qu'elle a plus faim. Donc c'est vrai que ça la rend triste, c'est difficile. Et juste après les fêtes, elle s'est mise à faire des crises de boulimie, c'est-à-dire manger de très grandes quantités d'aliments en dehors des repas avec des manœuvres compensatoires, et c'était des vomissements. Ces crises se sont intensifiées et ont généré beaucoup de tristesse, de culpabilité, ont accentué la dysmorphophobie et ont entraîné des pensées obsédantes du matin au soir sur l'alimentation. Oui, j'avais mis... quand je l'ai vu pour cet épisode dépressif, j'avais mis un traitement par fluoxétine. On n'a pas de traitement qui soigne l'anorexie mentale, mais ce qui est recommandé, c'est quand il y a des symptômes dépressifs marqués ou des symptômes anxieux marqués, il faut traiter l'anxiété et la dépression parce que ça donne plus de possibilités à ces enfants de sortir de la maladie. Donc on utilise en général les traitements qui sont autorisés, enfin qui ont l'autorisation de prescription à cet âge-là. Souvent c'est la fluoxétine ou la sertraline, parce qu'ils ont peu d'effets secondaires et en tout cas pas d'impact cognitif. Donc j'ai augmenté un peu la fluoxétine parce que la fluoxétine a un autre avantage, c'est que ça fait partie des traitements qui n'ouvrent pas la faim. Les psychotropes, leurs effets secondaires, souvent, c'est augmenter l'appétit. Et quand on parle à ces jeunes gens, il faut être vraiment très sincère avec eux. C'est-à-dire quand ils vous demandent est-ce que ça va me faire grossir, au moins avec la fluoxétine, on peut leur dire non, ça ne te fera pas grossir. Et au contraire, c'est utilisé dans le traitement des compulsions alimentaires parce que ça freine un petit peu et ça diminue l'appétit. Donc ils sentent qu'on est leur allié, qu'on ne va pas chercher à leur faire prendre un poids qu'ils ne veulent pas. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est au moins qu'ils aient un poids de forme et un poids qui les mette en sécurité. Donc voilà, son évolution se poursuit, les crises de boulimie et les compulsions diminuent. Elle reprend du poids très progressivement, enfin de façon plutôt adaptée. Mais c'est assez mal accepté par la patiente parce qu'elle ressent la faim mais pas la satiété. Elle a besoin de repères pour s'arrêter de manger, donc elle trouve ça difficile. Progressivement apparaissent... Alors, le cas de Rose est intéressant parce qu'elle va avoir des reflux et puis ça ira jusqu'à un méricisme.
D'habitude, le méricisme, c'est décrit chez les tout-petits, c'est-à-dire ces régurgitations et puis les aliments qu'on ravale. Et là, elle régurgite, elle n'arrive pas à contrôler, et puis elle recrache la nourriture. La façon dont on l'a découvert, c'est parce que sa mère, en rangeant sa chambre, s'est rendu compte qu'il y avait plein de gobelets avec du vomi dedans. Et donc, du coup, voilà, elle a pu ouvrir la discussion, on a pu en reparler et puis expliquer à Rose ce symptôme qui était secondaire à son trouble. Elle a eu aussi une hypokaliémie, ce qui a amené Anne-Sophie à la mettre sous Diffuca. Finalement, elle a fini son année scolaire pas trop mal, en arrivant à contenir les moments de compulsion. Et puis, il y a eu les vacances d'été. Et la sortie du cadre scolaire, les crises de boulimie sont redevenues très intenses. Ça a été très difficile pour la famille parce qu'ils étaient partis avec son grand frère en vacances. En plus, ils étaient en camping-car. Donc, du coup, ça prenait beaucoup de place. Le grand frère ne comprenait pas ce comportement. Ça a généré beaucoup de conflits que les parents ont essayé d'apaiser. Ça s'est un petit peu calmé, mais en septembre, quand on l'a revu, on lui a proposé une hospitalisation de courte durée. Ça a été proposé par Anne-Sophie en pédiatrie parce qu'elle avait repris les crises du fait de l'anxiété liée à la reprise scolaire. L'hypokaliémie s'était majorée et on lui a expliqué que l'hospitalisation serait de courte durée, à la fois pour gérer cette hypokaliémie, mais aussi pour faire une coupure dans les crises, parce qu'en milieu hospitalier, on allait pouvoir la protéger un petit peu et l'aider à diminuer la fréquence des crises. Donc j'en profite pour vous parler de la boulimie, même si, en règle générale, on a très peu de patientes boulimiques, parce que la boulimie, ça arrive plutôt chez les patientes ça commence vers 18-20 ans. Donc en pratique, on les voit peu, ces patientes boulimiques, sauf si c'est des alternances anorexie-boulimie. Donc c'est un trouble qui se caractérise par des épisodes de suralimentation incontrôlée qui sont suivis de comportements compensatoires, vomissements, pratiques sportives excessives. Quand elles sont jeunes, il peut y avoir occasionnellement des prises de laxatifs si elles ont eu à connaître ce médicament, mais sinon c'est plutôt rare. Donc, elles ont une relation à la nourriture qui est marquée par des frénésies alimentaires, des accès de purge. Et c'est difficile parce que justement, ce contrôle rigide de l'alimentation qu'elles avaient dans l'anorexie, elles le perdent un petit peu. Donc, elles vont aller jusqu'à même pratiquement rechuter dans leur conduite anorexique pour pouvoir recontrôler. Donc, c'est deux troubles qui sont très opposés dans leur expression, c'est-à-dire la restriction pour l'anorexie, l'excès pour la boulimie, mais ils partagent des points communs, et en particulier cette préoccupation excessive autour du poids, de l'image corporelle et ce besoin pathologique de contrôle. D'ailleurs, les boulimies avec vomissement, souvent ce sont des personnes qui ont un poids normal et qui peuvent être aussi avec un poids inférieur à celui qu'elles devraient avoir quand les vomissements sont très importants. En tout cas, on sait que ces troubles coexistent et peuvent, comme l'a dit Anne-Sophie tout à l'heure, basculer d'une phase à l'autre. Oui, c'était juste pour revenir sur Rose. Est-ce que parce que l'observation, on voit bien que c'est une sorte d'addiction, le manque de plaisir de manger, c'est une addiction. Et est-ce que ça rentre dans la théorie, enfin c'est pas une théorie, mais il y a des pistes actuellement thérapeutiques sur la méthadone, sur le fait que ça serait peut-être une addiction. Et si on pouvait avoir une piste thérapeutique comme ça, je crois que c'est les Finlandais qui ont fait des recherches. Je crois qu'en France, ça démarre dans quelques services. Je ne sais pas si en tout cas, pas pour les enfants. Oui. Et effectivement, l'anorexie mentale, à une certaine période, ça avait déjà été proposé de classer les troubles alimentaires dans les troubles addictifs. Et puis finalement, cette addiction sans produit, elle n'allait pas bien non plus dans cette catégorie-là. L'anorexie mentale, c'est vraiment... quand on arrive à les voir assez tôt, c'est vraiment un accident de l'adolescence, un peu comme la crise suicidaire, comme les scarifications. Donc c'est vraiment important de détecter les troubles tôt,
parce qu'on a, on a plutôt une bonne évolution de ces... Le problème va se poser plus pour les adultes. Alors, je ne sais pas s'ils utilisent la méthadone, mais je n'ai pas cette notion, en tout cas pas ici, pas à Clermont-Ferrand. Et je ne sais pas si voilà, il y a eu vraiment des essais qui ont fonctionné, parce que ça reste extrêmement difficile comme trouble. Mais dans nos cabinets, c'est vrai qu'on en arrête pas mal quand même, hein, puisqu'on les dépiste vite. C'est vite fait, nous, avec les IMC, on voit tout de suite quand ça se casse la figure. Ça a complètement c'est très changé rapide, notre hein. pratique. Hein. C'est le fait que justement les parents soient mieux informés, ils consultent plus tôt, parce qu'avant on voyait des jeunes gens qui avaient fonctionné longtemps sans voir personne. Moi, je me souviens même, il y a une dizaine d'années, d'une petite qu'on voit alors qu'elle fait de la natation, qu'elle est première de sa classe. Elle était très maigre et personne n'a sonné l'alarme. En fait, personne n'a dit aux parents, mais il y a un problème, il faut faire quelque chose. Et alors qu'elle faisait de la natation, donc ça ne pouvait pas ne pas se voir, l'amaigrissement. Mais elle restait très performante. Je voulais poser une question. Est-ce que tous les cas d'anorexie s'inscrivent dans ce tableau qui est flagrant? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir des enfants qui effectivement veulent maigrir, restent maigres, fonctionnels, ne deviennent pas beaucoup plus maigres, mais quand même ondulent dans un IMC très très bas? On voit que ça vient avec un effort, ils font beaucoup de sport, mais ne décompensent pas plus que ça. Ou qu'ils ont... Est-ce qu'on peut avoir un tableau un peu plus entre les deux qui reste là? Ça peut évoluer, ou c'est pas vraiment ça, c'est autre chose? Alors, peut-être que je vais laisser Anne-Sophie répondre, mais il y a la question des maigreurs constitutionnelles. Il y a ces enfants qui mangent... Non, je ne parle pas du maigreur constitutionnel. Non, je parle d'un enfant qui avait un IMC normal et à un moment donné, on voit qu'elle veut maigrir. Donc, du coup, elle a un IMC qui baisse, qui va en dessous du normal au seuil. Elle a 3 DS en dessous et qui reste plus ou moins là. Elle reste dans cette maigreur sans que ça devient... On voit qu'il y a un effort. On voit qu'ils ne mangent pas beaucoup. Ils sont végétariens, ces enfants, ou ils font beaucoup de sport. Mais ça qu'il ondule dans un état pas tout à fait bien, mais pas, si on fait des tests, sont à peu près bien, ils ne sont pas somnolents, ils n'ont pas des règles. Alors, s'il n'y a pas de règles, c'est une anorexie mentale, et ça nécessite une surveillance. Parce que s'il n'y a pas de règles, c'est que le corps souffre. Tant que le corps ne souffre pas, ce n'est pas un problème. Non, mais je dis que c'est une anorexie, mais non, je ne pose pas la question est-ce que c'est une anorexie ou pas. C'est une anorexie, mais est-ce qu'il y a des cas qui ne basculent pas dans ces tableaux aussi excessifs, oui, bien sûr. Ou qui restent dans cette seuil d'anorexie, mais que c'est difficile à expliquer parfois, soit aux enfants, soit aux parents qui vont vous dire, mais oui, ça fait 6 mois qu'elle est comme ça, et quand même ça fonctionne. Ou elle va vous dire, moi je fonctionne, je vais bien, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est très bien, ça me convient. Je suis d'accord, mais comment on fait, je sais. Oui. Manifestement, déjà, qu'il n'y ait plus de règles, ça, faut leur dire que c'est pas normal de ne pas avoir ces règles. C'est que le corps, le corps après, voilà, il est épuisé, donc tout ce qui est un peu accessoire entre guillemets dans le corps se met à l'arrêt. Donc, et après, effectivement, on voit parfois, je pense qu'il y en a plein qui présentent peut-être ce tableau et qui finalement restent pendant longtemps comme ça. Et c'est ce que je disais au début, il y a beaucoup de chronicité, de rechutes, c'est assez fréquent. Il y en a la moitié qui guérissent complètement. Mais il y en a qui restent toujours un peu, qui fluctuent. C'est pas nécessaire que ça va devenir comme ça. Ça peut arriver à un point d'anorexie présente, mais pas critique pour oui. Et onduler là-bas jusqu'au moment. Mais moi, je pense que c'est difficile à faire entendre, soit les enfants qui ne veulent pas entendre, parce que c'est leur choix et qu'ils trouvent que ça fonctionne. Et parfois, les parents non plus, ils ont du mal parce qu'ils trouvent que c'est dur, c'est stigmatisant. Ils n'osent pas le voir. C'est ce que je disais sur ma diapositive sur le déni du trouble, parce que même si l'enfant n'a pas une courbe aussi catastrophique que Louise, il y a des choses qui ne vont pas, s'il n'y a plus de règles, s'il y a des troubles ioniques, des choses comme ça. Donc s'il y a un déni du trouble, c'est compliqué, mais c'est ce que j'expliquais, il faut quand même leur montrer que la courbe de poids a chuté, même si elle n'est pas extrêmement sévère, mais qu'il n'est pas un IMC normal par rapport à ses courbes d'avant. Leur montrer si souvent, quand même, ils ont des signes, ils ont toujours très froid, ils ont les mains toutes bleues tout le temps, ils sont fatigués.
et leur expliquer en fait que voilà, tu vois, en ce moment tu te sens fatigué, donc c'est que ton corps, il arrive à, enfin voilà, il est pas comme, il est pas en forme, t'es pas en bonne santé, voilà, parler de ça. Et pour la minimisation des troubles des parents, ça aussi je l'ai dit, mais il faut quand même, oui. En tout cas, c'est important de revoir cet enfant. Vous voyez, s'il y a un déni profond chez la patiente, s'il y a une minimisation chez les parents, il va falloir prendre le temps de créer cette alliance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas les voir une fois et penser que ça va rentrer dans l'ordre tout seul. Il faut dire aux parents, écoutez, ce que je vous propose, c'est de revoir votre enfant à intervalles réguliers pour voir comment les choses évoluent, jusqu'à ce que vous arriviez à convaincre les parents de la nécessité des soins pour leur enfant, parce que toutes les études montrent quand même que les enfants s'en sortent mieux avec des soins que sans soins, et que le risque, c'est de les laisser passer dans une situation chronique, mais qui les pénalise pour toute leur vie, quoi, en fait, parce qu'à un moment donné, ça va craquer si on n'a jamais ces règles, si on essaye de maintenir un poids tout en menant une vie normale, en continuant ses activités sportives, sa scolarité. Il y a un moment, ça ne va pas tenir si on n'a pas des besoins énergétiques suffisants pour mener sa vie. Donc, c'est fréquent, les cas à la fois de déni par la patiente, ça fait partie du trouble, mais de minimisation par les parents. Ce qu'il faut, c'est ne pas les lâcher, c'est convenir avec les parents. Vous voyez, le fait qu'elle n'ait pas de ses règles, c'est pas normal. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous revoir jusqu'à ce que les parents prennent conscience de la gravité de l'état de leur enfant, parce qu'à un moment, elle va être fatiguée. Il y aura des répercussions, même si elles ne sont pas majeures, elles seront là. Et puis, ce que les parents vont vivre aussi, c'est cette adolescente, elle ne va pas pouvoir manger comme ses parents. C'est-à-dire qu'elle va finir par refuser les plats que préparent ses parents, par ne pas vouloir d'huile, etc. En fait, il va falloir le maintenir, cet état, si elle est vraiment dans une anorexie. Je pense qu'il ne faut pas considérer que c'est un choix, l'anorexie. L'anorexie, c'est une maladie, et c'est une maladie avec des symptômes. Et face à une maladie, même si c'est compliqué, parfois, il y a des enfants pour lesquels, et c'est pour ça que le binôme pédiatre et pédopsychiatre est vraiment important, des fois, ils ne peuvent pas avoir pour le moment le pédopsychiatre, ce n'est pas possible. Donc, on convient avec les parents qu'il nous faut au moins un suivi pédiatrique. Ou alors, ils ne veulent plus voir le poids, c'est plus possible, ils ne supportent plus d'être examinés. Une fois qu'ils atteignent un poids où ils sont hors de danger, on peut accepter qu'on privilégie l'aspect psychologique, mais qui est quand même à intervalles plus ou moins longs, un contrôle de leur état physique. Ça répond à votre question ? Il nous reste 15 minutes, ça je vous dis juste, si vous voulez. Non, mais effectivement, vous avez répondu s'il y a des cas intermédiaires, mais après, comment faire? Ce sont au fond de cas que j'ai eu comme ça, ils ne voulaient rien entendre, et se trouvaient bien, et ils ne voulaient plus venir discuter, ils coupaient la parole, et il était très dans la négation, parce qu'ils se trouvaient performants, et trouvaient que ce n'était pas si grave. Quand c'est très grave, ils comprennent. Je pense que c'est vraiment les parents qu'il faut chercher à convaincre. Moi, ça m'est déjà arrivé de suivre une jeune fille pendant longtemps. Elle gardait un poids normal, mais les parents avaient bien conscience de son état. Donc, ils ne lui ont pas laissé le choix. Ça, c'est vraiment le rôle des parents, de dire, d'accord, tu restes comme ça, mais nous, on a besoin d'être rassurés sur ton état physique. Mais vraiment, cette alliance thérapeutique avec les parents, elle est importante dans cette maladie, parce que le jour où on décide de l'hospitalisation, c'est rare que ces jeunes gens nous disent oui, chouette, c'est le moment. C'est-à-dire qu'il faut avoir convaincu les parents que là, il y a un danger et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Même pour les cas les plus sévères, on prend du temps. Je vais finir et puis, si vous voulez, on pourra y revenir. Voilà, ce qu'il était important qu'on puisse discuter avec vous, parce que ces jeunes gens, même si on va en voir beaucoup, les cas les moins sévères, on aura besoin des pédiatres pour les consultations intermédiaires, régulières, parce qu'on va garder les cas les plus sévères en suivi à l'hôpital, et que c'est vrai que depuis la crise sanitaire, il y a une réelle augmentation des situations d'anorexie mentale. Et puis il y a le fait que des fois elles soient loin, par exemple dans l'Allier, vous n'aurez pas de suivi pédopsychiatrique. Donc, vous pourrez vous appuyer sur le suivi du service de nutrition du docteur Venant, par exemple, qui a mis en place un dispositif justement pour suivre ces jeunes gens. Mais elle aura besoin ponctuellement d'un avis pédopsychiatrique qu'on verra.
Si le poids ne nous inquiète pas, on pourra rester sur un suivi un petit peu éloigné, mais on rapprochera le suivi si les choses sont difficiles. Mais ces patients, ils ont rarement envie qu'on les soigne. En fait, il va falloir du temps pour créer du lien et pour les amener à se décaler de leur posture. Souvent, il y a un impact dans leur vie sociale. C'est pour ça que quand je dis EDES, il faut aller tout explorer. Et souvent, leurs relations sociales ne sont quand même pas de très bonne qualité. Parce que quand on pense du matin au soir aux aliments, on se coupe des autres. Et puis, elles peuvent le dire quand on a une bonne alliance. Et puis souvent, plus elles sont jeunes et plus on arrive à avoir une bonne alliance avec ses patients. Et elles peuvent dire que des fois, les conversations des autres, elles n'arrivent pas à s'y intéresser. Parce qu'elles sont dans la tête que ces pensées qui tournent autour de la nourriture. On trouve important d'avoir une partie sur les mots à dire ou à ne pas dire. Tact, empathie et non-jugement, ça c'est la posture médicale et c'est celle qu'on a tous habituellement. Mais voilà, l'importance de connaître les enjeux de l'adolescence, mais aussi de connaître le trouble. Les enfants vont se confier plus facilement à vous s'ils sentent que vous savez ce qu'ils ont. Ils ne vont pas spontanément vous dire « je pense tout le temps à la nourriture ». Ils ne vont pas spontanément vous dire « mais je me vois grosse ». Donc vous allez aller rechercher, est-ce que tu as des pensées obsédantes autour de la nourriture? Est-ce que tu arrives à dormir? Parce que des fois, elles n'arrivent pas à dormir, elles ont faim en fait. Cette maladie, c'est vraiment une lutte contre la faim et elles ont réellement faim. C'est une souffrance, il faut vraiment le prendre comme une souffrance. Même quand elles sont dans le déni, elles disent « tout va bien, je vais bien », elles souffrent. Donc vraiment, si elles sentent que vous savez ce dont elles souffrent, elles s'ouvriront plus facilement à vous sur les symptômes réels. C'est-à-dire que quand elles ont les doigts froids, quand elles sont couvertes, il y en a une petite qui me dit « j'imaginais pas que je mettrais un pull à 35 degrés » et ça c'est quand même pas tout à fait normal. Donc je pense que si vous créez ce lien, si vous arrivez à leur faire comprendre que vous comprenez ce qui leur arrive, elles se confieront plus facilement à vous, mais ça demande du temps, ça demande de les revoir. On ne peut pas les voir une fois et dire si tu te sens bien avec tes symptômes, je ne te revois pas. Il faut prévoir de les revoir et prendre le temps de créer ce lien. C'est vraiment ce qui va les sauver de cette situation. Donc il faut de la patience, puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin, de la patience et de la persévérance, parce que c'est long. J'ai un papa qui me dit, vous m'aviez dit que c'était long, mais je n'imaginais pas que ce serait si long, parce que ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais on sait qu'au bout, elles s'en sortent et elles mènent une vie peut-être avec des particularités, peut-être qu'elles vont décider de rester véganes, pourquoi pas, ou je ne sais pas, d'avoir des habitudes particulières. Mais on sait qu'elles s'en sortent. Et les passages à la chronicité, depuis qu'on a un suivi qui est vraiment bien coordonné, qu'on est moins dans la... Alors, on va être dans la contrainte quand elles vont être en danger, mais tant qu'elles ne sont pas en danger, on fait ce contrat de soins qui dit, tant que tu n'es pas en danger, on peut organiser ce suivi ambulatoire, psychologue, diététicienne, pédiatre et pédopsychiatre. Et puis, ce sont des consultations régulières. Vous savez, quand on souffre, c'est comme pour les idées suicidaires, c'est-à-dire que si on ne va pas les interroger, ils ne vont pas vous le dire spontanément, mais quand vous les interrogez, ils sont soulagés que quelqu'un s'inquiète de ce qu'ils ressentent, en fait. Alors, il faut plutôt éviter les propos sur l'apparence physique et le poids. Ce que je disais ce matin, en fin de matinée, c'est que j'ai une patiente la semaine dernière qui allait plutôt un tout petit peu mieux, mais elle est très anxieuse, donc elle est en hypervigilance tout le temps. Et même si sa maman faisait attention, en discutant avec des amis chez lesquels elles étaient allées pendant les vacances de Toussaint, elle a entendu l'ami de la maman dire on dirait qu'elle a repris un peu. Et elle a fait une crise d'angoisse en entendant ça, même si si elle n'était pas directement dans la pièce, elle a fait une grosse crise d'angoisse. Et elle me dit ça m'a gâché toutes mes vacances parce que ça l'a renvoyée à... indépendamment de la personne qui a prononcé ces propos, à quelque chose d'obscène. C'est comme si on avait vu qu'elle avait des formes, alors qu'avec cette anorexie, elle se tue à gommer toutes les formes, toute féminité. Et puis il y a quelqu'un qui dit, on dirait qu'elle a repris. Donc elle me dit, ça tournait en boucle et elle se demandait ce qu'il avait pu voir, alors que c'était juste, peut-être que ses bras étaient un peu moins maigres, enfin c'était des petites choses. Mais ça l'a ramené à toute cette problématique anorexique qui veut qu'on se
prive de tout un tas de choses, quoi, en fait. Ne pas banaliser, c'est-à-dire même si elle vous dit ça va bien, je me sens bien, non, c'est rechercher les symptômes de l'anorexie et poser un diagnostic d'anorexie mentale. Et ça, pour les parents, c'est vraiment important. Pas de culpabilisation, c'est pas un choix. Une maladie, c'est jamais un choix, c'est jamais un caprice. C'est je peux pas faire autrement. Mon angoisse est telle, c'est-à-dire que quand elle mange, ça génère tellement d'angoisse que derrière, il y a cette hyperactivité. Il faut se lever, marcher parce que c'est trop difficile. Mais par contre, exprimer une inquiétude globale médicale, séparer l'adolescente du trouble. Louise a une anorexie, mais c'est pas l'anorexie, c'est pas ton identité. Surtout à cet âge-là, où elles sont en quête identitaire, où finalement elles ont beaucoup de mal, même quand elles vont un petit peu mieux, à se séparer de la maladie, parce qu'elles ont peur que plus personne ne s'occupe d'eux, que plus personne ne les regarde, et tout doucement leur dire, il y a la maladie, et puis il y a toi, et ce travail psychothérapeutique, il va être important pour ça, axé sur le bien-être et pas seulement sur le poids, vraiment éviter toute référence au poids, parce que des fois, il suffit d'une remarque des grands-parents qui disent « Waouh, c'est bien, tu as repris des joues ». Et puis alors là, ça nous sabote un peu le travail. Il faut pouvoir affirmer clairement vos limites et l'expertise nécessaire. C'est-à-dire, c'est une anorexie mentale. Je peux suivre l'évolution de ton... je peux suivre l'évolution de tes courbes de poids, etc. Et puis je vais t'accompagner et c'est important que je prenne soin de ton corps. Mais je crois que il y a un travail psychothérapeutique et pouvoir dire à un certain moment il faut rencontrer un psychologue, un pédopsychiatre, au moins se donner l'opportunité de la rencontre, même si le suivi se met pas tout de suite en place parce que cet enfant n'est pas encore prêt à parler d'elle. On finit juste et vous posez la question, s'il vous plaît. Alors, je finis juste la dernière. Donc, écoutez, créer la confiance, parce que sans confiance, on ne soigne pas ses enfants, et puis on n'amène pas ses parents à prendre les meilleures décisions pour ses enfants, alerter, identifier la gravité, orienter pour les mettre en sécurité, et puis soutenir, maintenir du lien, même si ça dure 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vraiment maintenir le lien pour ces enfants-là. Voilà, merci. Et donc, moi, j'ai une famille libanaise et c'était étonnant. Donc, j'avais réussi à l'envoyer. Elle avait une anorexie avec aménorrhée. Enfin, elle avait vraiment des signes préoccupants. Elle avait été à l'hôpital être évaluée dans le service pas loin de chez moi. Et par la suite, elles ont décidé, toutes les deux, de tout arrêter. Bon, et bien alors là, je suis bien embêtée parce que j'ai utilisé toutes mes cartes et je ne veux plus aucun suivi. Non, rien. Eh bien, c'est bien embêtant. Alors, je l'ai vu ponctuellement, puis après, je ne l'ai plus vu, mais je sais que ça va. Enfin, ça va. Il n'y a pas de drame. Mais voilà, abandon complet de toute prise en charge. Ça nous met en situation quand même délicate. Oui, peut-être c'était dans un moment où elle avait repris du poids. Non, pas du tout. C'était non, au contraire, les parents voulaient que je fasse un certificat pour arrêter le sport, très bien, mais c'est tout. Il faut essayer de mobiliser les parents. C'est difficile. Et il y a des situations qui nous échappent. Mais je les relance pas. Relance pas, moi. Quand je dis mobiliser les parents, c'est quand ils viennent en entretien, quand vous les voyez pour un certificat, parce que le certificat, du coup, vous le faites pas trop long, comme ça permet qu'ils reviennent vous voir, etc., et créer cette alliance. Quoi. Ah oui, mais non, mais en fait, ils n'ont pas voulu. Enfin, ils me l'ont demandé à distance. Donc, non, une fuite complète. Mais quand on demande un certificat à distance, il faut quand même demander à ce qu'on voit l'enfant pour faire ce certificat. Oui, bien sûr, mais à part ça, c'est tout, ne plus voir personne. Mais ce sera peut-être pour plus tard, elle y reviendra, ou peut-être qu'elle sortira de son anorexie, parce mais qu'il y a aussi des enfants qui sortent. J'ai pensé ça. Vraiment, nous, en tant que médecins, cette posture médicale de dire, non, j'ai besoin de la voir, ne serait-ce que pour sa attention, et sans reparler de la maladie, parce que là, tout de suite, elle ne peut pas. Quoi, en fait. Et donc, finalement, sur la genèse de l'anorexie, il n'y a plus du tout la mère qui est au courant. Parce qu'avant, on incriminait un peu la relation avec la mère. On a besoin des parents pour que les enfants guérissent. Donc peut-être qu'il y a des facteurs familiaux qui ont précipité, mais ça ne suffit pas à ce qu'on déclenche une maladie. Alors peut-être qu'il y a des facteurs favorisants, mais ça ne suffit pas à ce qu'on soit malade. Et il faut se rappeler qu'on aura besoin des parents pour que les enfants guérissent. Donc les culpabiliser, ça ne nous aidera pas. Non, mais je sais bien que vous n'allez pas faire ça. C'est juste avoir en tête
mais dans toutes les maladies psychiques, les parents sont déjà assez culpabilisés. Donc on va chercher plutôt à... Voilà. Moi, je me demandais quel était le travail du psychothérapeute. Comment il faisait pour déconstruire tout ça parce que nous, les pédiatres, on crée la confiance, on oriente, on soutient. Bon, le travail du pédiatre, je comprends, mais le psychothérapeute, comment il fait pour... Il va créer du lien parce que lui, il n'a pas besoin de parler de poids et pas de nourriture, c'est pas son problème. Donc du coup, c'est psychanalytique. Pas forcément tout. Il n'y a pas une seule méthode pour soigner l'anorexie. Ça peut être un psychiatre d'inspiration analytique, mais on ne fait pas de psychanalyse en général aux adolescents. On est dans le lien, on discute et on va explorer ces relations avec les autres. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette tristesse qui fait qu'on a besoin de se protéger comme ça, de s'enfermer, et puis, comme disait une jeune fille, d'avoir cet ami toxique à la place de vrais amis, parce qu'en fait, ça gâche la vie sociale. Comment on fait après quand on est étudiante pour sortir avec ses amis, aller manger, aller boire, c'est pas possible. Donc il n'y a pas une prise en charge psychothérapique spécifique de l'anorexie? Non, les études disent que quelle que soit la prise en charge, il faut faire celle que l'enfant accepte. Parce qu'il y a une enfant, une fois, elle m'a dit, mais pourquoi vous m'envoyez voir cette dame? C'est pas ma mère, c'est pas ma sœur. Je n'ai pas lui parler de ma vie. Je lui ai dit, mais très bien, on peut aussi aller vers des thérapies cognitivo-comportementales. Peu importe. Pourvu qu'il y ait du soin, peu importe les modalités de soin, c'est celle que la jeune fille est capable, enfin, peut accepter. Mais voilà, il faut y aller tout doucement parce qu'elles sont fragiles. Moi, j'ai une question parce qu'à chaque fois, on parle du Covid. Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais avec les réseaux sociaux qui ont pris beaucoup d'ampleur depuis 5 ans plutôt, et le Covid? Parce que ces jeunes, elles ont 15 ans anorexiques, donc elles étaient jeunes. Alors, il y a un lien, bien sûr. Quand on parle de la crise sanitaire, on parle surtout du confinement, pas du Covid en lui-même. C'est du confinement et de cette situation que ça a créé. Certains jeunes ont pu décrire les remarques qu'elles ont reçues via les réseaux sociaux. Elles étaient dans un groupe d'amis et puis d'un coup elles se font exclure. Enfin, voilà, il y a eu ce dont on a parlé ce matin à travers les groupes WhatsApp ou Snapchat ou autres. Il y a eu quand même des situations, alors qui n'étaient pas vraiment du harcèlement, mais des règlements. C'est-à-dire que la vie a continué pour ces adolescents à travers les réseaux sociaux de façon positive, mais parfois de façon négative. Et puis le message pendant la crise sanitaire, c'était manger sainement. Les personnes en surpoids sont les plus à risque, donc faites du sport. Et puis il y a eu plein de vidéos pour manger sainement, faire beaucoup de sport. Et puis il y en a qui ont commencé, et puis elles m'ont dit, mais j'arrivais plus à m'arrêter. Merci beaucoup. Juste une petite question, quand on est sur des situations sévères qui vont nécessiter une hospitalisation, je ne sais jamais trop comment me positionner vis-à-vis des parents. Est-ce qu'on doit essayer d'obtenir leur soutien qui nous aide à convaincre, parce que généralement elles sont quand même pas très d'accord, ou est-ce qu'au contraire plutôt les décharger et porter nous seuls le poids finalement de cette décision d'hospitalisation? Je ne sais pas trop, voilà, dans quelle posture mettre les parents? Est-ce que ça doit être nos alliés? Comment... Alors je vais vous répondre du côté de la pédopsychiatrie. Chaque situation est individuelle, mais quand vraiment là il y a une situation où il faut une hospitalisation, vous prenez le temps de voir les parents seuls et de leur dire en fait, il faut hospitaliser. Moi, je me souviens de parents, parce qu'on fait des groupes d'échange entre parents, et d'un père qui racontait au groupe, il est allé voir le médecin, ils étaient dans le Cantal, le médecin a dit, il faut une hospitalisation à Clermont. Le père me dit, j'ai commencé à hésiter, le médecin m'a dit, mais si je vous disais que votre fille a une leucémie, est-ce que vous hésiteriez à l'emmener? Il était avec les deux parents, et le père, pour lui, ça ne marcherait pas peut-être pour tout le monde. Il a dit, mais pour moi, ça a fonctionné, c'est-à-dire j'ai pris mon enfant, je l'ai emmené à l'hôpital. Oui, mais est-ce qu'on doit leur faire porter ce poids-là? Est-ce que c'est pas à nous d'insister? Voilà. Moi, ce que je dis aux jeunes filles, c'est jamais leurs parents qui décident de les hospitaliser. Et puis, il faut surtout pas dire ça, parce qu'après, elles mettent la pression. La décision, mais est-ce qu'on leur demande de les convaincre finalement ou pas? Non. On prend la décision, il y a une indication médicale, et c'est pour ça que l'alliance thérapeutique est importante avec les parents, parce que ça va protéger les parents quand leur petite va leur mettre la pression pour dire signe une décharge, j'ai discuté avec les autres et tu peux signer une décharge. Il faut que les parents puissent dire non, il y a une indication médicale, je ne suis pas médecin. Ce qu'on demande aux parents, c'est ils ne peuvent pas être tout pour leur enfant, ils peuvent les aimer, ils peuvent leur apporter tout un tas de choses, mais ils ne peuvent pas les soigner. Donc dans une maladie aussi grave, on prend la responsabilité médicale de poser l'indication et puis d'accompagner tout ça. Merci, je suis d'accord. Je rappe juste une question rapide. Je comprends bien qu'on bannisse la balance et le mot poids à la maison, mais moi, en tant que pédiatre, pour la surveillance et le suivi, j'ai besoin de ma balance. Oui, mais disons, en fait, c'est qu'à la balance, souvent, il se pèse 3-4 fois par jour, après chaque repas, donc c'est délétère. Et vous, quand vous allez la revoir, la patiente, ça va être
disons, une surveillance de poids hebdomadaire ou quelque chose comme ça. Donc ça reste une surveillance raisonnable. Et d'ailleurs, je rebondis sur une question qu'on nous a posée ce matin, c'est que je demande toujours à la patiente si elle veut connaître son poids. Je la pèse quand même, mais je la pèse à l'envers ou elle ne regarde pas, parce que des fois, ça peut être délétère pour elle de savoir son poids. Ok, merci beaucoup. Moi, j'avais juste une interrogation quant à l'hémétophobie. Parce que j'ai en tête une situation d'une petite fille de 11-12 ans qui, à la suite d'une hémétophobie, a commencé à développer un contrôle sur son alimentation, est passée sur du végétarisme, tout en niant toute dysmorphophobie, a priori. Mais je me suis questionnée sur le lien entre hémétophobie et un possible tableau frustre, peut-être d'anorexie mentale. Là, on a montré des cas typiques, anorexie, boulimie, mais il y a beaucoup de cas atypiques et ça, c'est compliqué parfois de savoir. On a, oui, effectivement, qui se déclarent par de l'hémétophobie ou je ne sais plus ce qu'on a eu comme exemple, mais le cas un peu atypique. En tout cas, des anorexies qui commencent par un épisode d'hémétophobie, on en a, mais ça n'empêche pas, après coup, de faire le diagnostic d'anorexie mentale quand on les suit. À l'occasion d'une consultation pour des dents de sagesse, les enfants se rendent compte qu'ils perdent 3-4 kilos et puis derrière, ils modifient leur alimentation. Ce sont des facteurs précipitants. Derrière, on a souvent le tempérament c'est-à-dire ces enfants très anxieux, très perfectionnistes. Et puis, il suffit qu'il y ait un petit facteur qui favorise, qui précipite les enfants dans la maladie. Il y a plusieurs types de facteurs. On peut retrouver des facteurs déclencheurs, mais ce n'est pas la règle. Mais par contre, on retrouve constamment des caractéristiques de tempérament. Ce sont plutôt des enfants très anxieux, plutôt bons élèves, et avec ce besoin de contrôle, ce perfectionnisme qui les amène à se mettre en difficulté. Ne retenez pas qu'on ne pèse pas les enfants. Les pédiatres doivent peser les enfants. C'est qu'on interdise la balance à la maison, c'est simplement parce qu'on a des parents qui obligent les enfants à se peser, et il y a des enfants qui nous disent mais ça c'est plus possible, je supporte pas, et puis je supporte pas de voir mon poids, et donc on dit bien aux parents, l'enfant sera pesé au moment de la consultation. Pour avoir pesé sa fille? Et oui, mais parce qu'en fait c'est vraiment tout ce travail, en fait, ce n'est pas les parents les plus simples, parce qu'ils ont l'impression que si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Mais en réalité, est-ce qu'on doit laisser mourir son enfant d'anorexie mentale parce qu'à un moment donné, elle est prise par des symptômes d'anorexie? En fait, quand on dit qu'il y a 10% de mortalité, il y a réellement un risque de décès, et c'est la maladie psychiatrique la plus mortelle. Donc c'est pas un choix d'être malade, et c'est vraiment toute cette énergie qu'on va passer à convaincre tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Non.